Aujourd'hui, on va se plonger dans une œuvre vraiment puissante, un poème dramatique de Lesia Okreninka écrit en 1910, la Boyarinia. Alors l'histoire nous emmène dans l'Ukraine du XVIIe siècle, une période hyper troublée, juste après que le pays ait été soumis à Moscou. Et c'est là que commence le récit d'un exil, pas seulement un exil géographique, non, mais surtout un exil de l'âme. En fait, toute la pièce tourne autour de cette question qui est vraiment fondamentale. Est-ce qu'on peut déraciner quelqu'un de sa culture, de sa terre, de son identité, sans le détruire complètement? C'est ce dilemme, à la fois personnel et politique, qui va littéralement déchirer notre personnage principal. Alors tout commence avec la rencontre de nos deux personnages. D'un côté, il y a Oksana. C'est une jeune Ukrainienne pleine de vie, vraiment pétillante. Et de l'autre, on a Stepan. Lui, c'est un peu plus compliqué. Il est d'origine ukrainienne, mais il a grandi à Moscou et il vit comme un boyard, un noble moscovite. Et pour bien saisir l'attention de l'histoire, il faut comprendre le contexte. En 1654, l'accord de Péréaslav a complètement changé la donne, en soumettant l'Ukraine au tsar. Du coup, toute une génération, celle de Stepan et Oksana, se retrouve prise en étau, tiraillée. Stepan, c'est l'incarnation parfaite de ce conflit. Son père a servi Moscou et lui, il revient en Ukraine, une terre qu'il sent être la sienne, mais qui lui est aussi devenue étrangère. Ce qui est fascinant avec Stepan, c'est sa manière de penser. Il ne croit pas à la violence. Pour lui, la vraie valeur, c'est le compromis pacifique, le service par l'intelligence. Il a été élevé avec cette idée que le pire, c'est la guerre entre frères, et qu'une parole juste pèse plus lourd qu'une épée. Et en face, on a l'opposé total. Ivan, le frère d'Oksana. Lui, c'est le patriote pur et dur. Pour Ivan, il n'y a pas de compromis possible. C'est tout noir ou tout blanc. Tout ce qui n'est pas une résistance farouche est une trahison. Ces mots sont violents. Ils montrent bien son intransigeance. Et Oksana dans tout ça? Prise entre ces deux mondes, celui du sabre et celui de la plume, elle va choisir Stepan. Pourquoi? Parce qu'elle est fatiguée de toute cette violence qui déchire son pays. La douceur de Stepan, ses mains qui sont pures de sang, c'est pour elle une promesse de paix, une porte de sortie à ce cycle de haine. Oksana suit donc Stepan à Moscou. Elle est pleine d'espoir. Elle s'imagine qu'à deux, ils pourront se créer un petit cocon, un petit bout d'Ukraine en terre étrangère. Mais la réalité va être bien plus brutale. Et là, le choc culturel est immédiat. Et il est terrible. Il faut imaginer, en Ukraine, les femmes sont actives, elles participent à la vie sociale. À Moscou, c'est tout l'inverse. Elles sont enfermées dans le terem, complètement isolées. Toute la liberté à laquelle Oksana était habituée se heurte à un mur de règles oppressantes, de hiérarchie et de peur constante. Et cette oppression, elle n'est pas juste abstraite, elle est physique, humiliante au quotidien. Stepan lui explique tranquillement qu'elle va devoir se plier à une coutume où les invités de son mari l'embrasseront sur la bouche, de force. Ce n'est qu'une coutume, lui dit-il pour la rassurer. Mais pour elle, c'est une violence insupportable. C'est vraiment à ce moment-là que tout commence à se dégrader pour l'esprit d'Oksana. Ce ne sont pas seulement les coutumes qui l'étouffent. Stepan, qui a peur des espions du tsar, va lui demander de couper tout contact avec sa famille restée en Ukraine. Donc à l'oppression culturelle s'ajoute un isolement total. Et la transformation est tragique. La jeune femme pleine de vie qu'on a connue au début, eh bien elle s'éteint, petit à petit. Elle devient silencieuse, apathique, une prisonnière dans une cage dorée. Son âme est en train de mourir bien avant son corps. Et c'est là qu'arrive la prise de conscience la plus terrible à travers cette métaphore de la rouille. Oksana comprend que leur choix de ne pas se battre, de ne pas verser de sang, ne les a pas sauvés. Au contraire, ça les a rongés de l'intérieur. Leurs âmes se sont corrodées, comme du métal, à force d'inaction, de peur et de soumission. On arrive maintenant à l'acte final et on sent bien qu'il est inévitable. Le mal qui rongeait l'âme d'Oksana finit par attaquer son corps. Elle tombe gravement malade et aucun remède ne semble fonctionner. C'est comme si son corps abandonnait la partie. La fin s'enchaîne avec une logique implacable. D'abord, le diagnostic tombe. Sa maladie, c'est la nostalgie. Elle meurt littéralement du mal du pays. Ensuite, ironie terrible, Stepan obtient la permission de la ramener en Ukraine justement parce que la résistance là-bas a été écrasée. Et enfin, le coup de grâce, Oksana refuse. Son refus, ce n'est pas un caprice, c'est son dernier acte de résistance. Pour elle, retourner dans une Ukraine pacifiée, une Ukraine soumise, ce serait la trahison finale. Cette paix dont parle Stéphane, pour elle, ce n'est pas la paix, c'est une ruine, c'est la mort de l'esprit de son pays. Elle préfère mourir en exil plutôt que d'accepter cette défaite. Et ces derniers mots qu'elle adresse au soleil couchant sont d'une beauté tragique. C'est son adieu à sa terre, un dernier message qu'elle envoie par-delà l'horizon à ce pays qu'elle n'a jamais cessé de porter en elle. Elle meurt avec l'Ukraine dans son cœur. L'histoire d'Oksana s'arrête là. Mais la force de cette pièce, elle, est toujours incroyablement vivante. Alors on peut se demander pourquoi une œuvre écrite il y a plus de 100 ans nous parle encore autant aujourd'hui.
Eh bien, c'est parce qu'au fond, cette histoire dépasse largement son contexte historique. Elle nous parle de l'assimilation culturelle forcée, du prix personnel des compromis politiques, de ce que veut vraiment dire être patriote. C'est une exploration hyper profonde de ce qui se passe quand on perd son identité personnelle et nationale. C'est tellement puissant que, sans surprise, la pièce a été interdite pendant toute la période soviétique. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, qui est vraiment au cœur du drame d'Oksana. Quel est le véritable prix de la paix, quand pour l'obtenir, on doit sacrifier sa propre âme? C'est sur cette interrogation que nous laisse cette œuvre inoubliable.